Eh bien, bienvenue dans cette conférence. Je suis ravie de vous voir, parce que pour le coup, je vous vois bien, parce que d'habitude, on ne vous voit pas autant. Donc, ça va être un peu stressant. En tout cas, bienvenue. Vous avez vu plein de conférences, parce que là, il est 16h15. Vous avez fait une petite pause, heureusement. Vous avez vu des confs sur Gutenberg, l'IA, le FSE. Donc, plein de confs hyper intéressantes, et c'est pour ça qu'on vient au WordCamp, parce qu'on aime bien apprendre plein de choses. Donc là, on va parler d'un sujet qui n'a absolument rien à voir, et un sujet dont on ne parle pas trop, parce qu'en France, on n'aime pas trop parler d'argent. Donc on va parler pognon. On va parler comment réussir à gagner notre argent avec Gutenberg, le développement, etc. Parce qu'on peut être le meilleur dev WordPress de France. C'est pas pour ça qu'on va bien gagner notre argent. Est-ce qu'il y a des gens qui n'aiment pas l'argent? Peut-être. Parce qu'en gros, nous, l'objectif, en tout cas pour moi, quand je me suis mis à mon compte, c'était de gagner de l'argent. Pour éviter de travailler pour un patron, pour être à mon compte, j'ai voulu gagner de l'argent. Donc on aime tous l'argent. Par contre, quand il faut demander de l'argent, on est moins à l'aise. On est moins à l'aise parce qu'il faut se vendre, il faut vendre notre équipe, il faut vendre notre expertise. Et là, généralement, tout le monde n'est pas dans mon cas, mais moi, en tout cas, je me dévalorise, je négocie, je me dis, est-ce que vraiment je vaux ce prix-là ? Donc je me suis dit, ça pourrait être intéressant aujourd'hui qu'on s'interroge sur qu'est-ce que vaut notre travail, parce que ce qu'on vend, c'est pas nous, c'est notre travail, et surtout comment on le fait payer. Je vais vous donner un petit peu déjà d'historique pour vous expliquer un petit peu comment j'en suis arrivée à cette question. Donc je m'appelle Émilie Lebrun, c'est moi, et donc ça fait 25 ans que j'entreprends. Donc ça fait pas 25 ans que je suis dans WordPress, parce qu'à l'époque WordPress n'existait pas. Et oui, je ne suis pas toute jeune, et oui, ça ne se voit pas, et si vous voulez qu'on en discute, après, il n'y a pas de problème. Du coup, j'ai commencé il y a très longtemps, il y a 25 ans, je faisais du dépannage informatique. Donc c'était la grande époque. À l'époque, on faisait nous-mêmes nos ordinateurs, on faisait du coup du dépannage informatique. Et quand je vendais du dépannage informatique, j'allais chez un client, j'avais le petit bon d'intervention, je suis arrivée à 15h, je suis partie à 16h, je vous facture 1 heure. Logique. Mais je ne me préoccupais pas de combien ça me coûtait mon temps. Je me suis juste dit, voilà, en 1 heure, j'ai gagné, je ne sais plus combien c'était à l'époque, peut-être 50 balles. J'étais contente, j'avais gagné 50 balles. Et puis après, j'ai vendu des ordinateurs. Donc j'allais acheter les pièces, et puis je dis, OK, il y a le prix de la pièce, il y a le prix de mon temps. Je ne pensais même pas faire une plus-value. Je dis, OK, ça va valoir ça. Et puis un jour, j'en ai eu marre. Je me suis décidé de faire du graphisme. Donc je me suis mis à faire des logos, des affiches, des kakémonos, ce genre de choses, du print à l'époque, ça s'appelait. Et je me suis dit, du coup, combien prennent les confrères? Donc, je vais me positionner un peu en dessous du confrère. Je vais y passer 2 heures. Je facture 2 heures. Et puis, je me suis mis à faire des sites internet. Je passe 3 jours à faire le site. J'ai facturé 3 jours à faire le site. Et puis, je me suis mis à faire du flash, des CD-ROM. J'ai passé 1 semaine. Je facturais 1 semaine. Et un jour, en freelance, j'ai la chance de travailler pour un client à travers une agence. Donc je découvre la sous-traitance pour l'agence et je fais des maquettes pour une marque qui s'appelle Canal+. Donc je fais les maquettes, je travaille en partenariat avec l'agence et je me rends compte que l'agence prend mes maquettes, prend mon tarif, fait x10 et revend au client. C'est super. Et du coup, l'agence fait quoi? Oui, l'agence passe, regarde mes maquettes, font 2-3 retours, mais globalement, j'ai fait 99% du boulot. Donc c'est cool, ils prennent une marge. Et je dis, mais du coup, Canal+, ils ont acheté quoi? Et c'est là que j'ai compris que Canal+, ils n'ont pas acheté 3 jours d'Émilie, en fait. Ça va se déconnecter, en fait. J'ai l'habitude. Premier, après, il y a des slides. Canal+ n'a pas acheté mon temps. Canal+, ils ont acheté le fait de pouvoir se la péter en codir avec leur nouveau site. Ils ont acheté des maquettes qui permettaient de montrer que la marque était innovante. Ils ont acheté la marque de l'agence, dont je tairai le nom, qui ont des beaux bureaux sur les Champs-Élysées. Ils ont payé ça, en fait. Ils n'ont pas payé le temps que j'ai passé. Et c'est là que j'ai compris que, OK, il y a donc une différence entre la valeur que moi je vois qui est mon temps et la valeur que le client est prêt à acheter. Et c'est un petit peu de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de comprendre la différence entre ce que nous, ça nous coûte et ce que le client est prêt à acheter. La vraie question, quand on doit se fixer un prix, c'est quelle est la différence entre ce que ça me coûte de produire et ce que ça vaut pour le client. Pour parler de ce sujet, j'aime bien les analogies. Et pour ceux qui me connaissent depuis un petit moment, vous savez que j'adore les analogies avec les restaurants. Et je ne vais pas refaire Cauchemar en cuisine, je vais faire une autre analogie que j'aime beaucoup.
admettons, vous avez faim, vous avez envie de manger à l'extérieur, vous avez la flemme de cuisiner. Donc le besoin universel, si vous avez faim, vous ne voulez pas manger chez vous. Qu'est-ce que vous avez comme option? Le McDo. C'est une proposition. Vous avez faim, vous n'avez pas beaucoup de budget, vous pouvez aller chez McDo. Ou alors vous avez envie d'un truc un peu plus quali, et puis vous allez aller dans un bistrot. Ou alors vous avez la chance, l'honneur, le privilège d'être lyonnais, et vous pouvez aller chez Bocuse. 3 expériences très différentes, qui répondent au même problème. Vous avez faim, vous n'avez plus faim. Mais quand vous allez chez Bocuse, vous allez acheter une valeur et un positionnement. Quand vous allez aller dans une brasserie, vous allez acheter une valeur et un positionnement. Et quand vous allez aller chez McDo, vous allez acheter une valeur et un positionnement. Et c'est exactement la même chose que vous devez comprendre quand vous vendez votre travail. Vous vendez une valeur et un positionnement. Donc fixer vos tarifs, c'est comprendre 2 choses. Et c'est ce qu'on va voir pendant les prochaines minutes, c'est combien ça vous coûte vraiment de produire. Et très clairement, ça vous coûte beaucoup plus que ce que vous pensez. Et qu'est-ce que ça vaut vraiment pour votre client? Et très clairement, beaucoup plus que ce que vous lui facturez. Quelle que soit votre taille, que vous soyez agence ou freelance, c'est la même recette. On va voir du coup ces 2 réalités. Ce que ça vous coûte de produire. Si vous lancez un restaurant, si vous justement vous dites « Ok, je vais me lancer dans un resto, je vais ouvrir un McDo », vous allez forcément réfléchir à combien ça vous coûte. Vos matières premières, combien il vous faut livrer de repas, combien vous allez faire pour justement vous assurer que votre restaurant tourne, même si tout n'est pas rempli. Pourtant, on ne se pose pas du tout les mêmes questions quand on vend de la production, à savoir combien de volume il faut que j'arrive à produire. Est-ce que ça va suffire si je vends mon site tel montant? Donc, si vous ne connaissez pas combien ça vous coûte de produire, vous allez forcément perdre de l'argent. C'est logique. Si vous vendez un plat 15 € qui vous coûte 20, vous perdez de l'argent. Si vous vendez un site 15 qui vous en coûte 20, vous allez perdre de l'argent. Et donc la seconde réalité qu'on oublie parfois, c'est « Ok, mais ce prix, c'est par rapport à un public qu'on vise. Et comment vous vous positionnez ?» On en revient à quelle valeur, quel positionnement. Et l'autre difficulté, c'est si vous voyez ces 3 différentes façons de vous restaurer, vous savez qu'il n'y a pas du tout la même valeur. Et pourquoi tu t'es mis en mute? Bonjour. T'es bon? Merci. Parce que pause publicitaire. Trop de... Je n'ai pas payé les droits. Quand vous allez choisir dans ces 3 façons de vous restaurer, vous allez bien voir la différence de valeur et la différence de positionnement. Vous savez très bien que ces 3 restaurants n'ont pas du tout choisi ni les mêmes tarifs, ni les mêmes valeurs qu'ils délivrent à leurs clients. Du coup, quand vous vous lancez à votre activité ou quand vous voulez développer votre activité, il va falloir vous positionner et l'assumer. Vous ne pouvez pas être un McDo qui vend du Bocuse. Et vous ne pouvez pas avoir des coûts de Bocuse à un prix de McDo. Et également, à quel public vous vous adressez. Si vous voulez lancer votre restaurant et vous dites « Ok, moi je veux vendre à tout le monde », bah, du coup, vous vendez à personne. Donc, vous devez, je vais vraiment insister beaucoup là-dessus, vous devez connaître ce que ça vous coûte de produire et vous allez devoir mettre ça en cohérence avec votre positionnement et l'assumer. Si vous n'avez pas ces 2 informations en tête, ça va être très compliqué de savoir combien vous valez et combien vous allez exiger à votre client. Je vais attaquer la partie financière. Mais juste avant, je vais boire un petit coup d'eau. Dis-moi. Je frôle derrière. Ah, c'est dangereux? Je vais tomber. Je tombe pas dans la mer. Eh bien, je vais mettre au milieu. Merci de veiller à ma sécurité, Valérie. Sauf que si je suis là, je suis devant. Hey. Qu'est-ce que ça nous coûte de produire? Donc là, on ne va pas s'interroger sur combien vous vendez. On va se poser des questions sur combien ça vous coûte de produire. Généralement, tout le monde a ses réponses. Ça me coûte du temps de production, du temps de développement, du temps de design, du temps de l'intégration. Ça me coûte mon hébergement, mes thèmes, mon Elementor, mon Figma. Ça me coûte de l'électricité, un loyer, un comptable. Généralement, vous êtes tous en capacité de mettre des chiffres là-dessus. Et combien me coûtent mes charges sociales, mes abonnements, mon ChatGPT, mon Claude, mon matériel, mon assurance. Vous savez, l'assurance, RCP, tout ça, habitation, bref. Je stresse du coup.
Donc ça, c'est les premiers coûts, généralement, que vous avez tous en tête et qui vont du coup peser dans le prix de ce que vous vendez. Mais, vous vous doutez bien que si je fais une slide là-dessus, c'est qu'il y en a d'autres. On va parler des coûts invisibles. Donc le temps commercial. Répondre aux demandes. Faire des rendez-vous découvertes. Rédiger des devis. Négocier ces devis. Relancer les prospects. Tout ça, c'est du temps. Parce que beaucoup d'entre nous, on vend notre temps. Donc, si on ne passe du temps à faire du commercial, on ne vend pas ce temps à des clients. Et à ça, on va ajouter un temps qu'on adore, le temps administratif. Gérer la compta, on adore gérer la compta. Répondre aux emails de notre comptable, faire nos déclarations, la TVA, l'URSSAF. Gérer les clients entre deux projets, les relances paiement, le suivi, la coordination. Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même, la formation. WordPress n'arrête pas d'évoluer. Gutenberg n'arrête pas d'évoluer. L'IA arrive, les outils évoluent constamment. Vous devez prendre du temps pour vous former, à vous mettre au courant des dernières normes. Il y en a encore un peu plus. Les congés et les maladies. J'espère que vous prenez des vacances. Vraiment, des vraies vacances où vous ne travaillez pas. Et puis parfois, vous tombez malade aussi. Donc, que vous soyez en malade ou en vacances, vous ne travaillez pas. Et vous avez également des trous de planning. C'est-à-dire, il y a des moments où vous n'avez pas forcément de clients. Encore un peu plus. L'incertitude. Parce que comme nous sommes à notre compte, et comme on vend notre temps, parfois on a des mois pleins, et parfois on a des mois creux. On a des clients qui payent en retard, on a des projets qui sautent, surtout ces derniers temps. Oui, c'est bon, on bosse avec vous. Non, finalement, on ne bosse plus avec vous. On en a tous. Du coup, ça saute, ça nous fait un trou de temps. Et puis, on doit également gérer notre trésorerie. Il y en a un peu plus. Le temps qu'on passe dans les imprévus. Le client qui change 50 fois d'avis. Le bug qu'on n'arrive pas à résoudre. La fonctionnalité qu'on pensait qu'on allait faire en une demi-journée et finalement, on y passe 3 semaines. Le dernier aller-retour, le dernier retour que j'ai sur la maquette, je te jure, c'est le dernier. Tout ça, ça nous prend du temps. Et donc, tout ça, c'est un coût invisible dans notre prestation. Et ces coûts vont impacter deux choses. Vont impacter combien vous coûte une journée de travail et du coup, combien de jours vous pouvez facturer. Et j'ai eu envie de vous parler de ça parce que récemment, quand j'échange avec des freelances, quand je leur demande « Ok, mais du coup, combien te coûte ta journée ?» Ils ont une réflexion inverse, ils parlent de combien ils veulent gagner. Donc, si je veux gagner 2 500 € par mois, je travaille 20 jours par mois, donc il faut que je facture au moins 125 € par jour et je suis nickel. Ok, mais déjà, si tu veux ces 2 500, compte un peu large vu tes frais, etc., on part sur 5 000. Et donc, si je garde ta logique, toujours sur 20 jours par mois. Sauf que, très clairement, ces gens-là se vendent parfois 300 € par mois, 300 € par jour, sur des plateformes et sont persuadés qu'ils vont très bien gagner leur vie. Le problème, c'est que vous n'allez pas facturer 20 jours par mois. Parce que déjà, il ne faut pas réfléchir mois par mois, mais plutôt année par année. Vous allez avoir des mois, vous allez avoir moins de commandes, vous allez avoir des mois, vous allez être en vacances. Donc si déjà vous arrivez à facturer 140 jours par an en étant solo, c'est déjà vachement bien. Encore une fois, si votre business model est le temps, mais on va en parler juste après. Pour vous donner une comparaison avec l'agence Foodonit. Donc l'agence Foodonit, on a une équipe de production où on a différents types de profils. On a des profils qui font que de la production. Donc eux, ils ont la chance, l'honneur, la joie, le bonheur de ne pas avoir du temps commercial, du temps comptable. Ils ne font que de la production. Mais on ne part pas du tout du principe qu'on va vendre 100% de leurs jours. On essaye à peu près de viser 180 jours par an, ce qui fait un gros 80%. Mais sur ces profils de que production, vous allez avoir des développeurs, on arrive à peu près à les remplir, des designers, on arrive à un peu moins à les remplir, et la gestion de projet, c'est très compliqué de vendre 180 jours par an. La gestion de projet est des profils de production qu'on a beaucoup de mal à vraiment facturer 100% de leur temps. Et pour gérer tous ces gens, vous avez des profils managers, vous allez avoir des directeurs techniques, vous allez avoir des directeurs clientèle. Et ces gens-là ne sont pas vendus à vos clients. D'où l'importance de développer un chiffre d'affaires qui n'est pas sur le temps vendu. Et encore une fois, on en parle juste après. Du coup, quand je reprends la base de 140 jours, si tu veux gagner 2 500 par mois et que tu travailles 140 jours par an, en gros, il faut être au minimum 430 € par jour. C'est la démonstration que je leur fais. Et là, on ne parle pas de marge, il n'y a pas d'imprévu, etc. Et donc, j'insiste vraiment, s'il y en a certains d'entre vous, peut-être pas qui êtes là aujourd'hui, mais si vous facturez 300 € par jour, vous allez perdre de l'argent, très clairement. Maintenant, on va passer à l'autre partie que j'adore vraiment le plus dans notre métier, c'est qu'est-ce que ça vaut vraiment pour votre client.
Qu'est-ce qu'achète votre client? Quelle est la valeur du travail qu'il achète? Parce que si vous vendez du temps, plus vous allez devenir bon, plus vous allez devenir rapide, et donc du coup, moins vous allez gagner d'argent. Moi, j'ai été marquée par un DA qui faisait des logos en même pas une demi-heure, et qui vendait ça à des prix astronomiques. Mais il lui a fallu des années d'expérience pour réussir à faire ça en très peu de temps. Donc, quand il vend un logo, il ne dit pas « j'y ai passé 3 jours ». Et de la même façon, aujourd'hui, l'IA accélère énormément notre travail. Donc, si on continue de vendre du temps, ce qu'on faisait avant en une journée, on le fait en 1 heure, du coup, on ne va pas vendre 1 heure. Donc, plus on va devenir rapide, plus on va devenir performant, moins ça va être important de vendre notre temps, et plus ça va devenir important de vendre notre valeur. Donc, on va maintenant parler de, OK, si on ne vend pas un TJM et qu'on vend de la valeur, qu'est-ce qu'on vend? On va discuter de 3 types différents de valeurs. La première valeur, généralement, tout le monde la connaît, c'est la valeur fonctionnelle. C'est quoi la valeur de ce que vous vendez? Quand vous faites un McDo, quand vous faites un Bocuse, c'est quoi sa valeur fonctionnelle? Donc fonctionnelle, c'est vraiment la base, c'est quelle est sa qualité? Est-ce que c'est fait avec des règles de l'art? Est-ce que c'est fait avec des plugins solides? Est-ce que c'est fait vite fait avec un plugin de la forêt? Enfin, qu'est-ce que vous avez utilisé votre matière première? Vous voyez totalement la différence entre la valeur première d'un McDo et celle d'un Bocuse ou d'un traiteur. Enfin, vous connaissez la différence d'ingrédients. Quand vous faites un site, un développement, vous avez aussi une grande différence d'ingrédients. Plus vous allez faire de l'éco-conception, de la qualité, forcément, cette valeur fonctionnelle elle va être plus élevée. La deuxième valeur, généralement, vous la connaissez aussi, c'est la valeur économique. C'est quoi la valeur économique de la prestation que vous faites? Qu'est-ce que ça rapporte économiquement à votre client? Le plus facile, l'exemple que tout le monde connaît, je fais un site e-commerce. Mon client veut passer d'1 million à 2 millions. La valeur du site, c'est la marge de ce qu'il va faire normalement sur ce million en plus. Donc, vous pouvez mettre un chiffre, un début de chiffre sur la valeur économique. Si le but du site, c'est de rapporter des leads, ok, mais du coup, j'avais combien de leads avant? Je veux combien de leads avec ce nouveau site? Et un lead, ça rapporte combien de chiffre d'affaires à votre entreprise? Si c'est un site pour une école, ça vous fait gagner combien de temps? Qu'est-ce que je vais mettre en place comme fonctionnalité qui vont vous faire gagner du temps, du coup, gagner de l'argent à votre entreprise? Quelle est la valeur économique de ce qu'on produit? Et la troisième valeur, qui est ma valeur préférée, et je pense que c'est là-dessus que vous allez avoir plus de questions ensuite. J'aimerais bien pouvoir tous vous regarder, parce qu'à mon avis, vous allez avoir des yeux. C'est la valeur émotionnelle. Quelle est la valeur émotionnelle de ce qu'on vend? Et dans notre communauté WordPress, dans notre communauté technique, dans notre communauté d'agences web, on n'est pas forcément très au clair avec cette valeur émotionnelle, alors qu'il y a plein de gens dans d'autres écosystèmes qui ont très bien compris la notion de valeur émotionnelle. Canal+ a acheté des maquettes avec une valeur émotionnelle. Si vous voyez la tendance qu'il y a eu avec les petites peluches La Boubou, il y avait très clairement une valeur émotionnelle, avoir cette peluche très moche à notre sac. Je suis désolée s'il y en a un qui en a... Pardon. Je n'ai pas pris le bon exemple. Les ours en peluche, les ours en guimauve, pardon. Il y a eu la tendance des ours en guimauve à Noël. Tout le monde voulait avoir son Insta avec l'ours en guimauve de Grolet ou je ne sais pas qui. Les gens ont mis une somme dingue dans ces oursons, en fait. Il y a une vraie valeur émotionnelle, en fait, dans ce qu'ils achètent. Donc, l'autre but, c'est aussi réussir à créer de l'émotion quand les gens acceptent, viennent nous chercher pour travailler avec eux. Pourquoi on a envie de travailler avec eux, en fait? Quand on a choisi une extension, quand on choisit un hébergeur, dans la communauté, par exemple ici, vous allez rencontrer les sponsors en bas, vous allez créer une émotion avec eux. Et vous allez peut-être choisir AutoSwitch parce que vous avez eu une émotion avec eux. Ça va faire une vraie différence. Et il y a une valeur, en fait. Et vous allez accepter de payer plus cher parce qu'il y a cette émotion. Si je prends encore une fois l'exemple de Woodenit, plein de fois en appel d'offres, on était les plus chers. Ils ne nous ont pas choisi sur le prix, ils ont choisi parce qu'on a réussi à dégager une émotion. Vous pouvez voir sur les créateurs de contenu, plein de gens qui vendent des choses vides, nulles, mais ils mettent ils donnent envie, en fait. Donc le prix de l'envie. Et on peut faire, même si on vend des sites internet, on peut créer de l'émotion. C'est quelque chose, on ne se rend pas forcément compte, mais les décisions B2B, bien sûr, se prennent des chiffres. Bien sûr, ils vont toujours comparer votre devis avec un autre devis. Mais ils vont toujours se valider avec une émotion. Est-ce que cette agence-là vous inspire confiance? Est-ce que ce freelance-là, vous le connaissez parce qu'il a une chaîne YouTube? Et il raconte sa vie, mois après mois, et du coup, c'est super inspirant. Du coup, vous avez l'impression de le connaître. Et même si ce freelance-là va être plus cher,
Vous allez vouloir travailler avec lui. Il y a une vraie valeur émotion. Et c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on n'utilise pas assez en communication, on n'utilise pas assez, nous, dans notre métier. Et je vous assure, pour le faire depuis des années, les gens sont OK de mettre plus d'argent sur cette émotion. De la même façon, vous allez au restaurant, vous allez vivre une expérience Bocuse, vous allez être OK de vendre et d'acheter cette expérience Bocuse. Du coup, l'important, c'est quand vous allez définir combien vous voulez être payé, la valeur de votre travail, c'est OK, mais du coup, où vous allez vous situer? Et les 3 positionnements sont OK. Vous pouvez accepter d'être le McDo, vous pouvez accepter d'être le bistrot, et vous pouvez accepter d'être le Bocuse. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Ce sont juste 3 business models différents. Vous pouvez faire du volume, donc être McDo. Vous allez facturer plutôt des petits prix. Par contre, vous avez intérêt d'avoir des process ultra rodés, d'être ultra efficace. Et surtout de vendre autre chose que du site, parce que si vous vendez que du site, vous allez faire du site, et au bout d'un moment, vous allez exploser. Mais c'est un positionnement qui existe. De la même façon qu'il y a des gens qui sont sur un positionnement plutôt middle, donc avec des ils vendent un peu plus que du pixel, ils vendent généralement un peu plus d'expertise, du conseil. Du coup, les cibles sont différentes, c'est plutôt les PME, les startups, les budgets sont un peu plus élevés également. Et là, j'en vois beaucoup promettre cette valeur, réaliser cette valeur, mais avec les prix de McDo. Et ça fonctionne aussi au-dessus. Vous pouvez vous positionner comme un freelance ou une agence premium. Premium, ce n'est pas un nom snob, ce n'est pas un nom je me la pète, je suis premium. Premium, ça veut dire que vous avez une expertise. Et les gens vont venir vous chercher pour cette expertise pointue que vous êtes le seul peut-être à avoir sur le marché. Vous allez avoir des agences comme Amphibie qui vont être connues parce qu'ils sont spécialisés sur une partie bien spécifique de la transformation. Vous pouvez avoir des agences comme BeHappy, comme Globalis, comme Woodenit qui sont connues. En fait, les gens viennent notamment les voir parce qu'ils ont une expertise pointue connue. Du coup, là, bien sûr, on va vendre de l'accompagnement haut de gamme. On va plus s'adresser à des grands comptes et donc forcément, le prix du budget du projet va être plus élevé. Et il y a une vraie reconnaissance de cette valeur, et ça se travaille bien sûr en communication, en comment on se vend bien sûr, mais il y a une vraie valeur que les gens peuvent voir, et donc ils viennent vers vous directement, c'est pas vous qui allez les démarcher. Et le piège, c'est bien sûr de vendre du premium, de faire du premium avec des prix, soit de bistrot, ou soit de McDo. Et volontairement, consciemment ou inconsciemment, on a tous envie de faire du premium, sauf que parfois, notre cible est la clientèle de McDo. Donc vous allez vraiment devoir, si vous voulez assumer vos prix et du coup être mieux payé par rapport à votre valeur, choisir ce positionnement et l'assumer. Vous ne pouvez pas être les 3 à la fois. Ou alors faites des marques séparées, faites des offres séparées, faites des équipes séparées. Vous ne pouvez pas avoir des process de McDo pour du premium, ça ne fonctionnera pas. Et vous ne pouvez pas vendre du premium à un prix de volume, ça ne peut pas fonctionner. Du coup, si je devais donner une sorte de recette de comment je fixe mon prix, combien ça vous coûte, votre prix? Comment vous estimez la valeur créée? Donc là, on repart de économique, fonctionnel, émotionnel. Et du coup, la valeur, ça va vous placer un petit peu entre les deux, selon votre positionnement. Je check l'heure. Ça va. Merci. Maintenant qu'on a défini notre prix, on sait à peu près combien on pense se vendre. Comment on va présenter ce prix sans négocier, ou le moins possible. Et pour savoir bien présenter son prix, savoir faire des devis, savoir faire des présentations commerciales, tout ça, ça s'apprend. Le plus compliqué, c'est de savoir est-ce que le client qui vient vous acheter une prestation est votre bon client? Est-ce que le client qui vient à la porte de votre restaurant, il a le budget d'un McDo? Est-ce que le client pense, en venant dans votre restaurant, que vous êtes un bistrot? Et en fait, vous vendez du McDo. Donc, il va être important que vous arriviez à identifier si ce lead est le bon client. Et du coup, il va y avoir une vraie étape de qualification de ce lead. Parce que sinon, ça ne sert à rien de perdre votre temps, de perdre son temps, en fait, à vous faire un devis si ce n'est pas le bon client pour vous. Comment faire? Comment savoir
si ce client qui frappe à votre porte est le bon client pour vous. Et bien, on peut lui poser des questions. Et je sais que la première question qui va s'afficher va vous faire grincer des dents. Quel est votre budget pour ce projet? Généralement, vous avez le droit à « Non, mais si je vous dis mon prix, vous allez vous aligner sur le prix, donc ça ne sert à rien que je vous donne votre prix. » Ok. Comment on répond à ce genre d'objection? En fait, on a besoin de savoir quel est votre budget. Si vous n'avez pas de budget, je peux vous expliquer, voilà, pour des agences ou des clients concurrents ou sur les mêmes thématiques, voilà combien à peu près nos prix démarrent. Si vous voulez un site en travaillant avec moi, aujourd'hui, nous, on est sur des temps de réalisation de X jours, X mois, tel type de profil, ça démarre à partir de 15. Est-ce que c'est le budget qui correspond à votre projet? De la même façon, vous allez acheter une voiture, je suis désolée de comparer ce qu'on fait avec des achats de voitures, mais vous allez aller dans un magasin, n'importe lequel, la personne va vous dire, c'est quoi votre budget? Vous êtes dans un restaurant, le sommelier vient vous voir, il va, à un moment donné, si vous voyez que vous hésitez, il n'est pas sûr, il va aussi vous parler budget de la bouteille de vin, parce que sinon vous allez vous retrouver une bouteille à 300 balles. Mais je sais que c'est une question, on n'est pas très à l'aise, parce qu'en fait, on a l'impression d'être là pour parler argent, mais en fait, on est là pour parler argent. Vous échangez un bien contre de l'argent, en fait. Donc, il faut s'assurer que ce client est le bon client pour nous. La deuxième question, elle est encore plus compliquée. Oups! Hey! Super! Je crois que je la fais à chaque fois. Non, ça, c'est ma télécommande qui déconne? Non. Technicien? Voilà. Je vais faire avec les doigts, ça marcherait bien aussi. Donc, deuxième question. Pourquoi vous voulez travailler avec moi ou avec nous? Donc non, c'est pas un super ego, on passe pas les portes, etc. C'est hyper important de savoir pourquoi les personnes veulent travailler avec vous. Est-ce qu'ils veulent travailler avec vous parce qu'ils ont vu que sur Malte, vous étiez super pas cher? Est-ce qu'ils veulent travailler avec vous parce qu'ils ont vu que vous avez fait une réalisation d'un de leurs concurrents? Est-ce qu'ils veulent travailler avec vous parce qu'ils ont lu votre contenu sur LinkedIn et ils se disent, bah tiens, tu as l'air de comprendre mes problématiques, on a l'air de parler la même langue en fait. Pourquoi les personnes veulent travailler avec vous? Parce que si la personne veut travailler avec vous parce qu'ils ont l'impression que vous êtes le moins cher du quartier, si c'est votre positionnement, c'est OK, mais ce n'est pas forcément la bonne relation. Il y a un petit côté red flag. Pourquoi ce client a envie de vous acheter une prestation? Qu'est-ce qu'il vient chercher chez vous? Et là, je pars sur du principe que c'est le client qui vient vers vous. Quand on vient travailler, par exemple, pour l'agence Foodonite, qui est du coup malheureusement le cas que je connais le mieux, ils viennent travailler avec nous parce qu'ils sont au courant qu'on est corps contributeur. Ils sont au courant qu'on fait de l'éco-conception, que nos salariés sont certifiés OPQuast. Ils le savent, parce qu'on communique dessus. Donc s'ils viennent chez nous, ils se doutent bien qu'on ne va pas leur vendre de la sous-qualité, puisqu'on affiche partout que ce qu'on vend, c'est de la qualité. Donc c'est beaucoup plus simple, du coup, d'avoir des prix qui vont aller avec, encore une fois, de se positionner comme un bistrot ou comme un premium pour faire venir les clients au bon prix. Troisième question. Qu'est-ce que vous attendez de ce projet? C'est la question que je préfère poser et que j'ai adoré qu'on pose à nos clients en appel d'offres. C'est à quoi vous allez juger le succès de notre collaboration? À quoi vous allez juger que ce travail correspond à ce que vous êtes venu acheter? Comment vous allez juger que votre site vous sert à quelque chose en fait? Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous attendez plus de leads? Est-ce que vous attendez plus de ventes? Est-ce que vous attendez de faire plaisir à votre DG? Est-ce que vous attendez d'avoir un site qui va faire honte, du coup, qui va faire honte à vos concurrents? Qu'est-ce que vous attendez de ce projet? Parce que si le client n'attend pas la même chose que ce que vous êtes en capacité de délivrer, ça ne pourra pas fonctionner. Mais admettons, vous avez posé ces questions, ça vous semble être le bon client pour vous. Maintenant, comment on parle prix? Comment on annonce un prix à un client? Du coup, 3 techniques. La première technique, c'est comment on va apprendre à ancrer la valeur avant d'ancrer le prix. Je vois parfois des gens à qui on demande un devis pour un site. La première réponse est un fichier Excel avec des TJM, des profils et un montant juste à côté. Ok, mais du coup, là, tout ce que je vais voir, c'est le prix. Qu'est-ce que j'achète concrètement? Parce que je n'achète pas des gens, des heures et de l'argent, en fait. Du coup, la première technique, c'est de bien expliquer quelle valeur vous allez acheter. Vous allez acheter
un site éco-conçu, fait sur mesure, avec une équipe de 4 personnes, avec un point chaque semaine, avec des revues de sprint, avec une qualité derrière, un audit de qualité pour être sûr que ce qu'on a construit est OK. On va faire ça en 3 mois avec vous. Et tout ceci va vous coûter 20 000 €. Et en fait, la personne est encore en train de réfléchir à tout ce qu'il est en train d'acheter. Et le prix, je résume, parce que ce n'est pas aussi simple, mais le prix vient après l'ancrage de la valeur. Deuxième technique, qui fonctionne plutôt bien davantage avec les offres de maintenance, proposer plusieurs options. Vous allez aller chez Starbucks, l'exemple le plus connu, vous avez 3 tailles. Et vous ne dites pas, c'est trop cher. Vous dites, OK, quelle taille je prends? Et après, vous regardez la différence de prix. Vous dites, non, mais pour ce prix-là, je prends celui-là, ou pour ce prix-là, je prends celui-là. Si vous vendez un site, une prestation ou de la maintenance, rien ne vous empêche de faire des options. Vous pouvez dire, voilà, vous avez ce premier site avec telle valeur, ce deuxième site avec telle valeur, ce troisième site avec telle valeur. Et là, normalement, le client se dit, OK, mais du coup, lequel correspond à ce que j'ai envie d'acheter? Il va moins regarder en premier le prix. Et la troisième technique, que j'adore et que je n'ose jamais faire, très très peu, mais que j'adore l'entendre, c'est celle que je rêve d'utiliser depuis des années. La phrase magique. La phrase magique, vous pouvez l'entendre, encore une fois, parfois chez les vendeurs de voitures. La phrase magique, vous pouvez l'entendre chez certains très très bons commerciaux. La phrase magique, ça va être, voilà, pour votre site e-commerce, qui va générer 1 million de chiffre d'affaires, qui va être réalisé en 3 mois par les équipes les plus performantes du marché, qu'on va réaliser avec vous pour tel titre, ça va vous coûter 25 000 €. Est-ce que ça correspond au budget que vous aviez? Donc le prix, est-ce que ça correspond à votre budget? Et donc là, ce que je trouve un peu tricky, c'est que la balle est du côté de l'acheteur, c'est est-ce que vraiment c'est le budget que tu avais en tête, en fait, pour la valeur que tu achètes? Du coup, l'échange n'est pas du tout la même. Moi, ça me fascine les gens qui arrivent à faire ça. 3 techniques, mais encore une fois, on ne vend pas du temps. Il faut qu'on apprenne à ne plus vendre de site internet. Vous ne vendez pas un site internet. Vous vendez une transformation. Personne n'a envie d'acheter un site internet. Les gens, ils veulent acheter un site qui est mieux que les concurrents, un site qui leur permet de mieux convertir, un site qui leur permet de rapporter plus de clients, plus de leads. Les gens achètent une transformation, un avant et un après. Et donc, s'ils achètent un avant et un après, il y a une valeur à cet avant et il y a une valeur à cet après. Et le plus important, si vous êtes vous convaincu de cette valeur, le client sera aussi. Vous ne pouvez pas vendre plus cher si vous n'avez pas l'impression de valoir plus cher. Et plus vous allez dégager cette confiance, cette passion, vraiment, vous êtes convaincu de cette valeur, le client sera aussi d'autant plus OK de l'acheter. Maintenant, concrètement, c'est super, Émilie, tu as parlé depuis 30 minutes. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait en sortant d'ici? J'avais envie de finir là-dessus et de finir sur quelques conseils. Le premier, recalculer combien vous coûte une journée de travail, combien ça vous coûte d'avoir votre activité. Pas demain, parce que après l'after, à mon avis, vous ne serez pas forcément... Attendez lundi, vous faites dimanche, si vous... Bref, prenez du temps pour recalculer tous vos coûts et combien ça vous coûte d'avoir votre activité. Faites l'exercice. Regardez la valeur émotionnelle, économique, fonctionnelle de ce que vous avez vendu pour un client sur vos prochains projets ou sur des anciens. Et essayez de voir ce que vous vendez autrement qu'en jour homme, autrement qu'en thème et en extension, autrement que j'ai vendu un site internet. Qu'est-ce que j'ai apporté comme valeur à mon client, en fait? Et s'il vous plaît, augmentez vos tarifs. S'il vous plaît. En fait, vous ne vous rendez pas compte, mais tout le monde augmente ses tarifs. WP Rocket largement a augmenté ses tarifs. AutoSwitch a augmenté ses tarifs. EDF, les impôts, tout le monde augmente. Et du coup, pourquoi nous, on n'augmente pas, en fait? Pourquoi on a à chaque fois si peur d'augmenter nos tarifs? Je suis donc Émilie Lebrun. Je suis maintenant mentor business WordPress. Je parle énormément sur LinkedIn tous les jours. Et je parle surtout une fois par semaine par newsletter qui s'appelle Bien the Who, que j'envoie chaque mercredi. Et du coup, je vous invite à la suivre, avec grand plaisir. Et maintenant, je vais passer à la partie que j'adore le plus. Il me reste un peu de temps. C'est vous dire merci. Et surtout, j'espère que vous avez des questions.
Merci Émilie, c'était super. Je parie qu'il y a plein de questions. Qui veut commencer ? Bon, merci beaucoup. Bon, moi, je te connaissais parce que justement, je suis abonnée à ta newsletter. Donc, je reconnais ton ton enthousiaste. Mon IA, du coup, voilà. est bien. Voilà, ça, c'est très bien. Et je reviens un peu à cette histoire de prix. Moi, j'ai appris pendant mes études qu'il y avait aussi un prix psychologique. C'est-à-dire que, voilà, bon, j'entends très bien tout ce que tu dis. Et puis après, il y a certains prix. Par exemple, bon, je vais prendre un exemple, mais vraiment très bateau. Tu fais de la ketchup, d'accord ? Bon, bah, il y a un prix au-dessus duquel, de toute façon, même si tu racontes une super histoire, tu ne pourras pas aller. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça ? Est-ce que tu penses qu'il y a quand même un niveau qu'il ne faut pas dépasser, même si on est très, très bon à le commercialiser ? On parle de la valeur des cartes Pokémon. On parle de la valeur... En fait, tout dépend de quel produit et sur quelle émotion. Oui, bien sûr, il y a un prix psychologique. Et on en revient, du coup, à quel client tu t'adresses et quel prix psychologique il est prêt à dépenser. Un client qui va chez McDo, s'il claque 50 €, il va être en PLS. Parce que, en fait, là où il va, il y a un prix qui est en adéquation avec l'expérience qu'il vient acheter. Donc oui, il y a un prix psychologique. Mais quand je vois combien Canal+ claquait d'argent sur son site internet... Je vais donner un meilleur exemple. Voilà, parce que... Dis-moi. Meilleur exemple. Une entreprise qui va aller s'adresser à une agence... Ouais. D'accord, avec beaucoup de monde, des bureaux, etc. En effet, son prix psychologique va être tout à fait différent. Par contre, tu as énormément quand même de gens dans le métier du développement web, qui sont des petites agences. Mm-hmm. Et donc, quand on va voir une petite agence, on ne s'attend pas à ce qu'elle dépasse un certain prix. Donc, c'est plutôt à ce plafond-là que je... Alors, j'ai un très bon exemple. Il y avait une micro-agence WordPress qui n'existe plus parce qu'elle a été rachetée par une boîte qui s'appelle Automatique, qui s'appelait Code for the People. Ils étaient 5. Et les mecs, ils payaient pas de mine, mais très clairement, ils avaient des prix. Parce qu'en fait, ils étaient tellement reconnus comme les vrais experts WordPress. Bon, je te parle de ça, c'était il y a longtemps, parce que ça fait longtemps qu'ils ont été rachetés, mais c'était une toute petite boîte, mais ils étaient tellement connus pour être tellement bons qu'en fait, la taille, c'est pas ce que les gens venaient chercher, c'est de l'expertise, en fait. Et donc, ils étaient prêts à payer un prix plus cher, pas pour la taille de la boîte, mais pour l'expertise qu'ils venaient chercher. Et il y a des freelances qui se vendent à une somme pas possible. Enfin, tout dépend de comment ils se vendent, comment ils donnent envie, en fait, et qu'est-ce que le client vient chercher. Si le client vient chercher un site pas cher et qu'il va voir Code for the People et ils sont 5, ça va être pas cher. Ouais, mais eux, dans leur communication, tu sentais qu'ils n'étaient pas là pour faire du site pas cher. Et en même temps, des fois, tu vas voir des grandes agences qui font du site à 5 000 €. Et moi, je la regarde, je dis, mais comment, du coup ? Et après, tu regardes leur communiqué, je fais, OK, c'est logique, vous avez développé tel process, tel truc, tel machin, et OK, ça s'aligne. Pour ça, la taille... Mais je comprends ton point, mais c'est vrai que tout dépend de comment tu communiques et ce que tu vends. Oui, bonjour. Bonjour. Merci pour cette présentation. J'ai retrouvé, à travers ce que tu disais, l'explication de certains de mes succès, mais aussi certains de mes échecs en vente, et notamment se concentrer sur la valeur apportée aux clients. Et justement, j'aurais une précision à te demander. Là où ça me semble évident sur la création ou la reprise d'un site, ça me semble un peu plus difficile sur l'aspect maintenance et comment, voilà, quelle valeur communiquer sur Alors, du coup, est-ce qu'on peut avoir 2 heures supplémentaires ? C'est possible. Ah, j'adore, merci beaucoup. La maintenance. La maintenance WordPress est un des services les plus sous-estimés en termes de chiffre d'affaires. Parce qu'en fait, ce que des personnes essaient de vendre, c'est de la maintenance, à savoir des mises à jour. Donc si on ne vend que ça, ça a moins en moins de valeur. Parce qu'en plus, nos clients, ils ne sont pas débiles, ils savent très bien qu'on utilise WP Umbrella ou des services comme ça, qu'on achète 1 €, qu'on plug et qu'on vend. Donc, si on ne vend que ça, ça n'a pas de valeur. Ce qu'on vend, ce n'est pas que de la maintenance préventive. On vend de la maintenance corrective et on vend de la maintenance évolutive. Donc en fait, ce qu'on vend, encore une fois, ce n'est pas un site, c'est une transformation, c'est une valeur. On vend le fait que on va faire évoluer ton site. C'est-à-dire que tu vas continuer à investir sur ton site pour que ton site continue d'être performant. Tu vas vendre que dès que tu as un bug, dès que tu as un besoin, tu as quelqu'un qui va être disponible. Et c'est là où tu as des différentes offres. Tu as des gens qui vont vendre, OK, nous on est dispo sur WhatsApp. Je ne le ferai pas. Mais il y en a qui vont, je suis dispo 7/7 sur WhatsApp. Ça a une valeur. Quand tu travailles avec une offre de maintenance avec certaines agences, tu as ce qu'on appelle des SLA, où on s'engage, on répare votre bug en X heures. Ça a une valeur. Et en fait, tous ces points que tu vas rajouter vont ajouter de la valeur
à ton offre de maintenance. S'il y a des entreprises WordPress qui font autant de millions sur le service de maintenance, manifestement, il y a de l'argent à se faire. Si aujourd'hui, dans certaines agences, on arrive à des chiffres d'affaires 1 million sur que la partie maintenance et que la partie création de site devient accessoire, c'est que les gens sont prêts à acheter cette maintenance. Par contre, c'est sûr que si vous vendez de la maintenance basico-basique de mise à jour, alors c'est mise à jour, sauvegarde, les backups, aujourd'hui, ça a de moins en moins de valeur. Donc l'idée, c'est qu'est-ce que vous allez vendre demain. Et c'est là où voir aussi la mutation du marché est hyper intéressante, parce que les gens ont aussi envie d'investir sur leur site pour que ça leur dure le plus longtemps possible. Tu as un site sur Elementor, tu dis OK, je sens que j'ai envie de changer de techno, j'ai envie de passer sur FSE. Tu as deux options, soit tu vas aller voir une agence qui va dire OK, vous faites une refonte, alors ça va vous prendre X mois, X machin, X truc, ou alors on passe en mode maintenance, et c'est là où le mot maintenance ne fonctionne plus, mais on va faire ça étape par étape. On va passer peut-être juste là Home sur la FSE, et le reste du site sera encore sur Elementor, on va faire brique par brique. Et ce qui fait qu'au lieu que ton client dépense 20K, il va dépenser 1000, et à la fin, ce sera beaucoup plus que 20. Donc, c'est comment tu adaptes cette offre de maintenance par rapport aux besoins et à la valeur que tu apportes. Et je vais m'arrêter là parce que je vais pouvoir tenir 2 heures sur le sujet. Pardon. Et le reste, c'est l'after party. Merci du coup pour tout ça. C'est vraiment très, très enrichissant. J'ai une question, c'est est-ce que le positionnement premium est compatible avec le freelance? Très bonne question. Il y a des freelances qui sont carrément positionnés comme des experts très pointus qu'on va aller voir, payer très très cher parce qu'ils ont une expertise que très peu de personnes ont. J'ai plein de noms qui viennent en tête. Je vais le prendre un parce que je le vois et qui va faire son timide. Maxime Bernard-Jacquet, qui communique énormément depuis des années sur sa connaissance FSE Gutenberg. Si une agence veut te former, si un freelance veut te former, si un client a une problématique FSE Gutenberg, il a identifié que Maxime est un expert. Donc il est premium. Ça va les chevilles? Tranquille, ça va. C'est cadeau. Toi tu veux. Mais blague à part, c'est vrai en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont positionnés parce qu'ils sont connus, parce qu'ils donnent, parce que, comme ils parlent toujours du même sujet, ou qui sont identifiés comme une personne très connue. Et ça, dans notre communauté, on ne le fait pas trop, parce qu'on est plutôt en mode, on fait ça dans notre coin. Mais si vous regardez, j'aime pas ce mot-là, mais les influenceurs, les Oussama Hamar, les Caroline Mignot, tous ces gens-là qui se vendent 500 balles la respiration, si ces gens-là arrivent à vendre aussi cher, et alors qu'ils sont tout seuls, hein. Il y a des solos, si vous suivez Flavie avec son board qui s'adresse aux solopreneurs, qui fait 500K toute seule. Il y a des solos qui font 1 million tout seul. Ouais, moi j'ai fait cette tête-là aussi. Après je me dis, ok, ils ont compris un truc que moi j'ai pas compris. Voilà, très clairement. Mais ça vient de quelle valeur on voit chez soi et surtout comme on craque en fait ce que la personne vient acheter. Parce qu'encore une fois, si je reprends l'exemple de Maxime, lui il a réussi à dire, ok, si tu veux te former sur la techno qui est le FSE, qui est la techno qui est en train de monter, et t'as pas envie de galérer tout seul, je vais venir répondre à ce besoin-là en fait, et avec différents formats. Et c'est là aussi où c'est malin. Encore une fois, c'est pas pour jeter des fleurs, mais tu vas avoir le système des masterclass, tu veux débrouiller tout seul, tu as de l'accompagnement, et c'est là aussi où tu t'adresses aux mêmes problématiques, mais avec différentes valeurs et différents besoins. Mais avec plaisir pour en discuter après, si tu veux. À l'after aussi. Mais du coup, mes réponses seront peut-être pas aussi pertinentes. Je pense qu'on a le temps pour une dernière question. Ou pas. Ce qui me prend le souffle quelque part, c'est les publicités de Yonos et tout ça qui vont dire dans 1 seconde, vous faites rien et vous avez un site web. Et comme ça, pour les clients, ça me dévalorise. Et bon, je n'ai pas d'argument là-dessus. Merci, c'est une bonne question. De la même façon que si tu fais coder ton site par l'IA, qui fait ça en 15 secondes et qui fait un site aussi bien que toi tu l'aurais fait avant, du coup, tu peux pas concurrencer ça. Mais en fait, c'est pas ça que tu concurrences, c'est pas ça que tu apportes. C'est effectivement les gens qui vont chercher un site chez Yonos, c'est pas forcément ta cible. C'est ça en fait. C'est si les gens ils veulent un site vite fait, sans réflexion, et que c'est eux-mêmes qui font. Enfin, je veux dire, si tu prends par exemple, comment ça s'appelle ces box là où tu fais toi-même ta cuisine. Il y a plein d'alternatives en fait par rapport aux besoins. HelloFresh, merci. Voilà. Et HelloFresh répond à une typologie de clients. Et les gens qui vont chez HelloFresh, ils vont pas aller forcément manger chez Bocuse en fait, ou au McDo. Enfin, c'est pas les mêmes gens en fait, c'est pas les mêmes besoins. Et en fait, c'est ça, c'est quand moi je vois une publicité Yonos,
Je me dis, ok, super, mais les gens, ce qu'ils achètent, c'est pas ce que moi je vends. Que je sois freelance ou ils achètent un site, pour le coup. Mais est-ce qu'ils achètent du référencement local? Est-ce qu'ils achètent une réflexion pour que le site dure dans le temps? Qu'est-ce qu'ils achètent comme qualité derrière? Et du coup, c'est pas les clients auxquels toi tu t'adresses, en fait, au final. Parce que toi, ce que tu vends, c'est pas juste des lignes de code ou juste un site. Toi, tu vends une vraie réflexion. Parfait. Top, on est dans le timing. Merci à vous. Merci, on peut applaudir Émilie. Merci beaucoup. C'était très intéressant.